Bonsoir à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler d'études de fonctions. Et plus précisément, nous allons rappeler comment dresser un tableau de variation de fonctions et que déduire de la lecture de ce tableau de variation. Alors, la première chose peut-être à rappeler, c'est que l'on n'étudie jamais une fonction que sur un intervalle. Alors, bien entendu, qu'est-ce qu'un intervalle? Eh bien, on pourrait en donner une définition, on va dire, informelle, comme suit, c'est-à-dire qu'un intervalle, c'est une partie de R sans trou, au sens où si deux points sont dans l'intervalle, tout le segment qui relie ces deux points est aussi dans l'intervalle. Donc, on peut formaliser cela comme suit. Une définition. Donc, si je prends I, une partie de R, alors I est un intervalle si, quel que soit x et y dans I, donc pour tout xy dans I, tous les points qui sont entre x et y sont aussi dans I. Donc, pour tout réel t, si t est entre x et y, on pourra écrire ça x plus petit que t plus petit que y, alors, donc on utilise un signe d'implication, t est un point de I. Alors qu'est-ce que l'on a comme intervalle? Bon, on a quand même beaucoup. Quelques exemples. R est un intervalle. L'ensemble des réels négatifs est un intervalle, l'ensemble des réels positifs aussi. Un segment, par exemple le segment 42, 1515, est un intervalle. Qu'est-ce que l'on pourrait donner aussi? Alors on pourrait se poser la question, est-ce que l'ensemble vide est un intervalle? On en parlera peut-être un peu après. C'est-à-dire, ça c'est l'ensemble de R qui ne contient aucun élément. Je vous laisse réfléchir à est-ce que c'est un intervalle ou pas. Un ensemble que l'on utilise souvent et qui n'est pas un intervalle, c'est par exemple R étoile. R étoile, c'est R privé de 0. Bien, ceci n'est pas un intervalle. Par exemple, 1 et moins 1 sont dans R étoile, 0 est entre 1 et moins 1, mais n'est pas dans R étoile. Donc, alors, quand on étudie une fonction, la première chose, c'est de l'étudier sur un intervalle. Quand on n'est pas sur un intervalle, on réalise plusieurs études de fonctions. Par exemple, disons que je voudrais étudier la fonction inverse sur R étoile. C'est un exemple, hein. Eh bien, je ne l'étudierai pas comme ça sur R étoile, je réaliserai deux études, l'une sur R étoile plus, l'autre sur R étoile moins. Ou alors on ferait une étude sur R étoile plus et on utiliserait une propriété d'imparité pour obtenir tous les résultats sur R étoile moins. Alors, maintenant que l'on a dit ceci, quand on vous demande de mener une étude de fonction, la plupart du temps, votre réflexe est de dériver la fonction. C'est souvent, pas toujours, mais souvent une idée raisonnable, et elle se fonde sur les résultats suivants, qui font le lien entre sens de variation d'une fonction dérivable et signe de la dérivée. Donc ce que l'on va raconter n'est valable que pour les fonctions dérivables. Il faudra faire attention, par exemple, quand on a des racines carrées, des valeurs absolues, on ne pourra pas faire tout ce que l'on voudra. Donc, un théorème, c'est un rappel. Donc je prends I inclus dans R un intervalle, c'est une hypothèse fondamentale, on va voir pourquoi. Et une fonction f qui va de I dans R, dérivable.
Alors on va donner ici les résultats qui concernent le sens de variation straight. Non pas que les autres soient inintéressants, au contraire, mais disons que pour les études de fonctions, c'est surtout ce résultat-là qui est utile. Je vous renvoie au poly si vous voulez obtenir les autres résultats. Alors, premier résultat pour la croissance stricte. Donc, si la dérivée est toujours strictement positive, donc on pourrait l'écrire ainsi, mais il faut bien comprendre ce que cela veut dire. Donc ça veut dire que quel que soit x dans i, f' de x est strictement positif, alors f est strictement croissante. Et deuxième résultat, si f' est strictement négative, eh bien alors f est strictement décroissante. Bien entendu, c'est sur i. On démontrera ce résultat un peu plus tard dans le semestre. Quelques remarques, deux remarques sur ce résultat. Premièrement, l'hypothèse fondamentale, c'est celle-ci. Et c'est cette hypothèse qui est trop souvent oubliée. Je vous laisse réfléchir à la fonction inverse. Je vous dis pas quoi, je vous dis pas ce que vous devez regarder, je vous laisse réfléchir vis-à-vis de ceci, de ce théorème, sur la fonction inverse. Il y a quelque chose quand même à voir. Deuxièmement, c'est une remarque à faire, c'est que ce théorème a la réciproque de ce théorème n'est pas vraie. Donc autant on a que sur un intervalle, une fonction est croissante au sens large, si et seulement si sa dérivée est positive ou nulle. Là, on a juste un si alors, et la réciproque est fausse. Et le contre-exemple fondamental, c'est celui de la fonction x d'un x cube. Donc, je vais tracer l'allure de son graphe. Une allure à connaître, hein, c'est un exemple très important. C'est juste une ébauche à main levée. Hein. On trace comme ça. Et la fonction x comme x d'un x cube est strictement croissante sur R. On le montre de manière élémentaire, algébrique. Mais sa dérivée, qui est la fonction x donne 3x carré, eh bien, s'annule en 0. Le graphe de la fonction cube a une tangente horizontale en 0. Alors, pour nous, ça ne sera pas forcément embêtant, mais ça veut dire que ce théorème, en fait, on ne l'appliquera pas toujours exactement comme tel. On énoncera le théorème exact cette année qui permettra d'exprimer une équivalence, mais disons que l'énoncé est un petit peu compliqué. Donc cette année, en ce début d'année, qu'est-ce que l'on se permettra de faire? Eh bien, on se permettra par exemple de dire que si la dérivée est strictement positive, sauf en un point où cette dérivée est nulle, alors la fonction est strictement croissante, comme dans la fonction cube. Donc j'insiste, la fonction cube, c'est un contre-exemple à retenir. Alors, maintenant que l'on a ce résultat, on peut tracer un tableau de variation. Donc ça nous donne le lien qui permet de faire le lien entre tableau de signe de la dérivée et tableau de variation. Donc un exemple de tableau de variation, ça donnerait ceci. Si x entre un point A et un point B, je mets f' de x. Alors, on va pas mettre signe de variation 2, il faut faire des choses légères. Donc par exemple, si j'ai un signe ici positif, j'ai quelque chose de croissant. On va dire quelque chose défini sur le segment AB, donc de f de A à f de B. Là, je mets
f de x. Alors, que lire sur ce type de schéma? Premièrement, les flèches signifient toujours un sens strict. Les signes aussi, si on veut indiquer des lieux d'annulation, on les met dans cette ligne-là. Et ces flèches indiquent aussi une continuité, qui est automatiquement par le caractère dérivable. Et on peut utiliser un résultat qui va être très utile pour nous. Normalement, vous savez que pour tout nombre y compris entre f de a et f de b, il existe un unique t entre a et b tel que y égale f de t. C'est-à-dire que pour tout y entre f de a et f de b a un unique antécédent par f entre a et b. Donc ce théorème, c'est ce qu'on appelle le théorème de la bijection. On pourrait aussi l'appeler théorème de la bijection monotone, mais pour faire simple, on va l'appeler entre nous théorème de la bijection. On pourrait aussi l'appeler théorème de la bijection strictement monotone. C'est ce que vous appelez parfois le théorème, c'est le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Et c'est une appellation que je n'aime pas trop parce que le théorème des valeurs intermédiaires déjà a plusieurs écritures et on peut en donner beaucoup de corollaires. Donc essayons de l'appeler théorème de la bijection. Je vous donne un énoncé, mais en fait on va voir que si on vous donne un énoncé complet, on aurait beaucoup de cas à traiter. Donc on prend soit A et B dans R, qui vérifie A strictement plus petit que B. Je prends F, une fonction définie du segment AB dans R, continue, et strictement monotone. Alors, il y a trois hypothèses en fait dans ce théorème: continu, strictement monotone, et puis sur le fait qu'on se place sur un intervalle. Il faut toujours bien faire attention. On va donner deux résultats. Le premier pour une monotonie croissante, et le deuxième pour une décroissance. Donc premièrement, si f est strictement croissante, alors pour tout y entre f de a et f de b, eh bien il existe un unique x entre a et b tel que y égale f de x. Et on dit alors que f réalise une bijection du segment AB sur le segment f de A, f de B. Et puis ce x là, donc si, bon, je vous ferai une remarque après plutôt, ça sera plus judicieux. Et on a la même chose dans le cas de décroissance stricte. Donc si f est strictement décroissante, alors pour tout y entre... Alors pourquoi est-ce qu'on fait deux fois? Parce que si f est strictement décroissante, c'est f de b qui est plus petit. Donc il faut adapter le théorème ici en écrivant f de b, f de a. Eh bien, il existe un unique x entre a et b tel que y égale f de x. Et de même, on dit que f réalise une bijection
du segment AB sur le segment f de A, f de B. On reviendra un peu plus tard dans le chapitre sur ces histoires de bijection. On en parlera bientôt. Alors, donc ça, c'est le cas où la fonction est définie sur un segment, mais c'est pas un cas universel du tout. C'est-à-dire que souvent, on a une fonction définie, par exemple, de 0 à plus infini, ou de moins l'infini à plus infini, ou des choses comme ça. Donc, il faudrait traiter aussi le cas où b est réel a vaut moins l'infini avec un intervalle ouvert, mais aussi où a et b sont réels avec des intervalles ouverts de chaque côté. Donc ça nous ferait beaucoup de résultats à écrire. Ce dont il faut se souvenir, c'est que on adapte ce théorème à chaque fois que l'on ouvre les bornes en a et b, éventuellement avec plus infini, en utilisant des limites. Donc je vous donne un exemple d'utilisation. Avec la fonction carré. Donc on sait que la fonction x donne x carré est strictement croissante. Alors attention, pas sur R. Sur R+, R+, c'est l'intervalle 0 plus l'infini, est continue en 0, elle vaut 0, pas de problème. Et en plus l'infini, eh bien on va avoir besoin d'une histoire de limite. Donc on sait que x carré, alors on les justifiera, hein, tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Quand on a tout ceci, on peut éventuellement tracer le tableau de variation. C'est très simple. Eh bien, on sait que pour tout y dans R+, il existe un unique x dans R+, tel que y égale x carré, par ce théorème-là. Ça, c'est par le théorème de la bijection. Et ce x-là, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la racine carrée de y. Alors, on va donner un autre exemple, peut-être un peu moins simpliste que celui-là, où il y aura un peu de travail. Donc on va dire que c'est un exercice. Exercice type. Je prends un paramètre, enfin exercice type, exercice disons assez courant. Je prends un paramètre lambda, entre 0 et 1. Et je veux montrer qu'il existe un seul x strictement positif, tel que logarithme de 1 plus x égale lambda fois x. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre en pause la vidéo et de réfléchir un petit peu à ceci. Et puis je vais vous donner petit à petit des indications et puis je vais corriger cet exercice et on va voir comment est-ce qu'on va utiliser tout ce que l'on vient de raconter. Donc, si vous y avez un peu réfléchi, alors, une idée peut-être que vous avez eue, c'est de passer par une étude de fonction. Alors vu le chapitre, ça ne devrait pas être très surprenant. Donc, pourquoi? Parce que ici, cela revient à résoudre le logarithme de 1 plus x sur x égale une constante lambda.
Donc on va étudier la fonction f. Alors je vais mettre la formule en dessous. La fonction f qui a x donne logarithme de 1 plus x sur x, définie donc à valeur dans R, puis définie sur quoi? Logarithme de 1 plus x est défini pour x strictement plus grand que moins 1. 1 sur x est défini pour x non nul. Donc on peut au moins définir cela sur R étoile plus. On pourrait aussi étudier cela sur l'intervalle ouvert moins 1, 0. Alors, si on veut faire cela, étudier cette fonction, on va dresser son tableau de variation. Comment faire? Eh bien, en dérivant. Pourquoi? Parce que f est forcément dérivable comme quotient de deux fonctions dérivables. Donc, x donne logarithme de 1 plus x, ça c'est du logarithme, et la fonction qui a x donne x sont dérivables sur R étoile plus. Donc f est dérivable sur R étoile plus comme quotient de fonction dérivable. Alors ça peut peut-être vous sembler inutile de raconter cela, mais ça ne l'est pas. Parce que vous verrez que l'on travaillera avec la fonction racine carrée, la fonction valeur absolue, puis avec d'autres fonctions, les fonctions arcsinus, arccosinus, que l'on va voir dans ce chapitre, qui ne sont pas dérivables. Et il y a des fois où vous ne pourrez pas réaliser vos études de fonctions en dérivant, ou du moins pas simplement, il faudra avoir des précautions supplémentaires. Donc, avant de dériver, on s'assure toujours que l'on a le droit de la dériver. Et maintenant, vu qu'on a fait ceci, on peut dériver. Donc, je vous laisse dériver, mettre en pause, et puis après, regardez la manière dont je le fais. Donc, comment est-ce qu'on dérive? On introduit x strictement positif, et ensuite, je vais dériver f comme un produit. C'est souvent beaucoup plus agréable. Alors, pas toujours pour étudier le signe de la dérivée, mais bon. Donc, f' de x, je rappelle que f de x, c'est le logarithme de 1 plus x sur x. Donc, je vais dériver d'abord le logarithme. Donc, 1 sur 1 plus x fois 1 sur x. Et ensuite, je dérive le 1 sur x en moins 1 sur x carré. Je vous signale que 1 sur x, c'est x puissance moins 1, ça se dérive comme une puissance. Donc, je l'écris, moins logarithme de 1 plus x sur x carré. Alors, on a une différence de deux fractions. Le réflexe à avoir immédiatement, c'est de tout ramener sur le même dénominateur. Donc là, on fait fois x sur x. La deuxième fraction, on fait fois 1 plus x sur 1 plus x. Je détaille beaucoup parce que je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec les calculs de fractions, donc j'en en fais au moins un. Donc, ceci, cela nous fait x moins 1 plus x, logarithme de 1 plus x, sur x carré facteur de 1 plus x. Et quand on arrive à ceci, eh bien, on se rend compte que l'on n'a pas terminé. Alors le dénominateur, eh bien, c'est toujours strict en positif, mais le signe du numérateur n'est pas évident. Et ça, cela arrivera régulièrement. On arrive à quelque chose comme ça. Alors le réflexe à avoir, c'est toujours de factoriser l'expression. On ramène sur le même dénominateur, on factorise tout, et ensuite on a des facteurs dont il faut étudier le signe. Et bien à ce moment-là, on réalise une étude de fonction, encore une fois, pour chacun des facteurs. Donc on va considérer la fonction g définie sur R étoile plus, l'ensemble des réels strictement positifs, à valeur dans R,
et qui a x donne x moins 1 plus x, logarithme de 1 plus x. Et on va étudier g. Et ainsi de suite, jusqu'à obtenir quelque chose que l'on puisse exploiter. Alors, bien sûr, de la même manière que précédemment, g est dérivable, parce que on a la fonction qui a x donne x, la fonction qui a x donne 1 plus x, la fonction qui a x donne logarithme de 1 plus x. Ces trois fonctions sont dérivables, donc par produit différence, on dit juste par opération sur les fonctions dérivables, g est dérivable. Et ensuite, si on prend x, un nombre strictement positif, on peut dériver g' de x. Donc, on va le détailler. Donc x, et ensuite on dérive comme un produit. Donc, je dérive... Alors, je vais mettre une parenthèse. Une grande source d'erreur, c'est aussi l'oubli des parenthèses. Donc là, je détaille vraiment pour ne pas vous perdre. Je dérive l'1 plus x, puis je dérive le logarithme ici, et donc on obtient bien moins le logarithme de 1 plus x, dont on connaît le signe. Alors, les signes des fonctions habituelles sont à connaître. On pourra parler en classe de choses un peu moins simples. La plupart du temps, soit on connaît le signe de certains termes, fonction affine, fonction logarithme, fonction exponentielle, toutes les fonctions strictement monotones, soit on réalise une étude de signes qui passe encore une fois par une étude de fonction. Donc une fois qu'on a obtenu ceci, on peut dresser un tableau de signes variation. Donc on y va. 0 plus l'infini 6, donc c'est un tableau très simple. G' de x. Donc, G' de x, on sait que sur 1 plus infini ouvert en 1, le logarithme est strictement positif, donc on a un signe négatif ici, et on a une annulation ici. Donc, hop, par notre théorème fondamental qui donne le sens de variation, on n'a pas besoin de le rédiger, on peut directement donner le tableau ici. On a un signe pour G. Alors la question que l'on se pose, pardon, on a un sens de variation pour G. La question que l'on se pose, c'est quelles sont les limites? Est-ce qu'il y a des limites exploitables pour obtenir le signe? Est-ce que G ne serait pas de signe constant? Les deux limites peuvent s'obtenir facilement. Donc, ce que l'on peut voir, alors quand on a des formes indéterminées, il faut toujours essayer de factoriser par la chose qui domine, par le terme qui est le plus lourd. Alors en 0, il n'y a pas de forme indéterminée. Donc on a immédiatement g de 0. On peut le rédiger à droite ici, éventuellement. Qui tend vers 0. Pardon, excusez-moi. G de x qui tend vers 0 lorsque x qui tend vers 0. Lorsque x tend vers 0. Donc ici, on peut mettre une limite nulle. On pourra parler en classe éventuellement d'une limite en plus infini. Je vous invite très fortement à la rechercher, ce n'est pas très difficile, mais vu que l'on a ici la limite nulle, on a immédiatement le signe de G qui est négatif. On pourrait, bien entendu, hop. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai dit g de x tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Ah oui, parce qu'on n'avait pas défini g en 0.
Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas défini f en 0, on aurait pu aussi définir g en 0. Hein. On aurait pu dire je définis g sur r+. J'aurais pu dire g de x égale 0. Bref. Donc on a immédiatement le signe de f'. Là on a bien une valeur interdite. Et donc on obtient les variations de f. Alors, les deux limites sont normalement contenues dans le cours de terminale. Donc ici, je rappelle que f de x c'est le logarithme de 1 plus x sur x, c'est une limite usuelle qui normalement est contenue dans le programme de terminale. Donc on a la limite usuelle, logarithme de 1 sur x, 1 plus x sur x, qui tend, je vous laisse mettre en pause si ce n'est pas clair et essayer d'y réfléchir un petit peu. Donc si vous reprenez, on voit ça comme logarithme de 1 plus x moins 0 sur x moins 0, on voit ça comme taux d'accroissement de la fonction logarithme entre 1 et 1 plus x, qui tend, lorsque x tend vers 0, vers le nombre dérivé du logarithme en 1, c'est-à-dire 1. Donc on a ici une limite en 1, et limite en plus infini, logarithme de 1 plus x sur x, c'est encore une autre limite, normalement vue en terminale, logarithme de 1 plus x sur x, lorsque x tend vers plus infini, tend, je vous laisse mettre en pause si ce n'est pas clair, essayez d'y réfléchir un petit peu. Et maintenant, en reprenant, eh bien, cela tend vers 0. Le dernier argument, c'est ce qu'on appelle les arguments de croissance comparée. On dit parfois les puissances l'emportent sur le logarithme. Donc on ne saura pas donner ça, on ne pas donner ce genre d'argument, on dira par croissance comparée. Et on rappellera tous ces arguments bientôt. Donc on a immédiatement le tableau de variation de f. Cette flèche veut dire signifie une continuité, et donc on peut immédiatement appliquer le théorème de la bijection. Donc on peut dire par le théorème de la bijection ou par lecture du tableau de variation, on préférera par le terme de la bijection. Donc par le théorème de la bijection, comme donc on peut rappeler ces hypothèses. F est continu sur R étoile plus. F est strictement décroissante sur R étoile plus. F de x tend vers 0 lorsque, tend vers 1 lorsque x tend vers 0. F de x tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Eh bien, si lambda est compris entre 0 et 1, il existe un unique x strictement positif tel que logarithme de 1 plus x sur x égale lambda. C'est-à-dire que logarithme de 1 plus x égale lambda x. Alors on aurait pu, vu ceci, aussi prendre lambda égale 1 et étendre pour x positif ou nul. Donc voilà pour cet exemple. J'ai un exemple assez élémentaire d'étude de fonctions. On a terminé pour les vidéos de rappel. Dans la prochaine vidéo, nous commencerons les choses un peu plus nouvelles en étudiant les transformations du graphe d'une fonction par par l'action de certaines opérations simples. Et voilà.